Monde numérique. Pas de surprise si on dit que 2026 va être l'année où la partie robots et humanoïdes va encore, aller plus avant. Bien entendu, supporté par tout ce qui est IA, et IA générative. On commence à parler de plus en plus des fameuses dark factories, donc ces usines noires, surtout en Chine, où en fait on a des usines immenses qui sont pilotées totalement par des robots, par des humanoïdes, par de l'IA. Bonjour Patrice Duboët, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Ravi de vous accueillir à nouveau dans Monde Numérique pour ce rendez-vous mensuel en partenariat avec Capgemini. Patrice, c'est la fin de l'année, c'est donc l'heure des bilans, tout naturellement, et du haut de votre tour de contrôle, vous avez observé tout ce qui s'est passé en 2025, vous avez aussi des idées sur ce qui va se passer en 2026. D'abord, si on doit faire un peu un bilan de l'année écoulée, quelles sont les grandes tendances à retenir? Alors, une année très, très riche en termes d'innovation, et de technologie. Il serait difficile de conclure 2025 sans parler, de l'IA générative et surtout des agents. Ils sont enfin arrivés, ils sont déployés. Donc nous avons plein d'usages et l'un de ceux, je pense, qui est le plus déployé, c'est, aider, les call centers, par exemple, les centres de support des entreprises pour essayer de trouver une réponse précise à des cas récurrents qui reviennent. Donc on a l'exemple dans une industrie où on a 40 ans de tickets, de support qui ont été enregistrés. Ça peut être, de la data, des images, des rapports et dès qu'il y a un nouvel appel qui arrive, en fait, on décrit le cas et l'outil va aller, regarder dans les dizaines de milliers de cas et va ressortir, en fait, les causes possibles et aujourd'hui, cet outil est déployé sur des milliers, de personnes, donc c'est vraiment à l'échelle et c'est ça qui est important aujourd'hui et ça permet de gagner 25% de productivité sur le temps de recherche des solutions. Donc voilà un cas très concret aujourd'hui qui est de plus en plus, déployé. Alors l'IA, les agents, il y a un domaine aussi qui a avancé, semble-t-il, c'est le quantique, l'informatique quantique. Oui, toujours beaucoup de recherches. Pourquoi? Le quantique nous permet, d'aller plus loin, d'aller plus vite, de faire plus de calculs. On voit les applications immédiates, la météo. Aujourd'hui, on est passé d'une prévision à quelques jours, à pratiquement, 2 semaines. Pourquoi? C'est des simulations de modèles qui sont très consommateurs de données et le quantique va permettre d'aller encore plus loin, de faire plus de simulations encore plus rapidement. Ça, c'est le pour bon côté des choses. Également dans la recherche, scientifique pour la médecine, la recherche pour le cancer, c'est des choses qui sont vraiment très, très louables et qui vont nous aider. Dans le côté plutôt dark, sombre, la cyber, aujourd'hui, les malfrats, attendent aussi avec grande impatience, le jour où le quantique va permettre de casser, les clés de cryptage qu'on utilise aujourd'hui, parce que nos ordinateurs n'ont pas la Mmh. capacité à casser des clés de 128 ou de 158 bits. Mais lorsqu'on va arriver avec, le quantique et le post-quantum crypto, c'est le jour, l'heure, la minute à laquelle, les ordinateurs quantiques pourront casser ces clés. Donc ça, aujourd'hui, c'est très suivi par toutes les entreprises. Donc on se doit de faire attention et de prévoir les protocoles que l'on doit mettre en place et qui seront, eux, résistants, aux ordinateurs quantiques. Donc beaucoup de recherches aujourd'hui, dans ces domaines avec plein d'applications dans différents métiers. On a beaucoup parlé également de robots cette année, on a l'impression qu'ils ont fleuri, un peu partout, enfin surtout en Chine, il faut bien le dire. Oui, alors là, il y a pas de surprise. On sait que tous les grands leaders, des fabricants de robots et maintenant des humanoïdes, donc les robots à forme, humaine, commencent à déployer, dans les entreprises. Alors pas forcément pour remplacer, tous les agents, tous les ouvriers dans les entreprises, mais Ouais, c'est surtout pas encore au pour point à ce niveau-là, mais enfin c'est la perspective est prometteuse. non, après c'est pas au point, c'est pas forcément la cible. Aujourd'hui, on veut Mmh. vraiment, aller détecter les tâches difficiles, les tâches dangereuses. Donc on a parlé dans un précédent épisode des humanoïdes, déployés dans des zones nucléaires, par exemple, où on n'a pas envie d'envoyer un humain pour aller faire une réparation. Mais c'est le cas aussi peut-être dans des usines d'assemblage de véhicules, automobiles, où, en fait, on préfère avoir des robots qui vont faire des tâches complexes, pas forcément adaptées à l'humain et remettre l'humain à des places qui sont un peu plus, faciles pour notre condition.
Mmh. Alors, il y a une préoccupation dont on parlait déjà l'année dernière. Est-ce qu'elle a été prise en compte cette année? C'est tout ce qui concerne la question environnementale, Patrice? Alors, le sujet est toujours d'actualité. Ce qui change, c'est un petit peu les engagements des entreprises. On l'avait vu, avant l'IA générative et après, où beaucoup d'entreprises ont dit surtout dans les data centers, dans les leaders de ces modèles IA, ils ont dit: «Voilà, on doit entraîner nos modèles, donc on doit consommer beaucoup d'énergie, donc on va repousser un petit peu nos engagements pour devenir, net zéro, carbone neutral». Néanmoins, la problématique, elle est toujours là. On en veut pour preuve, par exemple, aux États-Unis, la Data Center Valley, qui a tellement de besoins, de demandes dans de nouveaux data centers pour héberger, entraîner ces modèles d'IA générative, qu'on arrive à une pénurie d'électricité. Donc Ouais. aujourd'hui, il y a un retard, sur, le fait d'accorder, des droits de construction pour des nouveaux data centers parce qu'on est en limite et il faudrait peut-être commencer à rationner justement l'électricité par rapport à ces immenses data centers. Donc aujourd'hui, c'est, encore plus d'actualité, comment faire la part des choses, donc comment continuer d'un côté à avoir des modèles moins consommateurs, en énergie et donc en électricité et de notre côté, comment, réussir à répartir ça sur un territoire. On a vu des nouvelles centrales nucléaires qui se remettent, en marche avec des usages exclusifs, pour les data centers. Donc c'est, toujours d'actualité, ça va le rester dans les années qui suivent. En matière d'automobile, d'automobile autonome, de voitures autonomes, de véhicules électriques et cetera, est-ce qu'on peut dire que 2025 a été une année, intéressante ou finalement c'était plutôt un plateau, il s'est rien passé de spécial? Je pense que c'est une année vraiment charnière, surtout en Europe. Mmh. Pourquoi? On peut illustrer ça avec trois faits marquants. Le premier, c'est, les véhicules électriques sont chinois. Voilà, c'est définitif. On le voit aujourd'hui, les parts de marché, elles Ouais. sont énormes. Vous voyez des On l'a véhicules vu arriver, hein, ça fait BYD, quand même voilà. plusieurs Vous les années qu'on le dit, voyez, hein. dans les rues, ils sont partout, ils Ouais. maîtrisent, la batterie, les usines. Sur le côté IA embarqué, si vous avez eu la chance d'aller à San Francisco, vous avez pu monter à bord des taxis Waymo qui sont autonomes, sans aucun, taxi driver. Donc ça, c'est impressionnant. Donc on voit l'avance là aussi des US sur l'entraînement de ces modèles. Et puis en Europe, il y a quelques jours, une décision, assez forte, hein. Il avait été décidé que les moteurs thermiques, se terminaient en 2035. Machine arrière, la Commission, européenne a décidé de mitiger, cette contrainte et donc les véhicules hybrides seront autorisés vu qu'il faut diminuer la consommation non plus de 100 mais de 90. Et ces 10 sont très importants. Ça veut dire qu'on fait un pas en arrière et peut-être avant d'en faire 2. Donc là, on voit très bien que l'Europe est en position difficile et se laisse un peu de temps pour réfléchir et voir comment réagir pour essayer de ramener, cette industrie en Europe. On a vu Vercor là, qui a inauguré sa nouvelle, usine à Valenciennes, mais il va falloir aller plus loin. Ouais. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette décision concernant, les véhicules thermiques, en Europe qui vont continuer à être autorisés? Oh, je ne sais pas si je suis en position de juger cette cette décision. En tout cas, Tout elle est dépend de quel pragmatique, hein. côté on se met, quoi, hein. Exactement. Je Mmh. pense qu'industriellement, l'Europe n'est pas prête, donc c'est Ouais. peut-être aussi une possibilité de continuer d'avancer, mais en préservant les emplois. Parce que si on décide de supprimer tous les moteurs thermiques en 2035, ça fait beaucoup d'usines qui Mmh. vont fermer en Europe. Donc c'est peut-être, un équilibre à trouver. Alors ça, c'est pour 2025. Bon, ben, la page se tourne, maintenant regardons vers l'avenir, l'année 2026 qui s'annonce. De quoi sera-t-elle faite? Est-ce qu'il y a une tendance de fond majeure que vous avez identifiée chez Capgemini? Alors partons sur 2026, avenir très proche, hein, dans quelques jours, dans quelques Ouais. semaines. Je dirais pas de surprise si on dit que 2026 va être l'année où la partie robot et humanoïde va encore, aller plus avant, bien entendu, supporté par tout ce qui est IA, et IA générative. On commence à parler de plus en plus des fameuses dark factories, donc ces usines noires, surtout en Chine, où en fait on a des usines immenses qui sont pilotées totalement par des robots, par des humanoïdes, par de l'IA. Donc c'est encore un petit peu secret, mais on commence à voir les premières images. On voit bien l'intérêt de ces dark factories,
pas d'humains, donc que des robots, donc pas d'énergie consommée pour l'électricité, pour le chauffage, pour la clim. Ça permet Oui, il y a aussi pas de de lumière, il y a pas d'éclairage, hein, d'où le carrément. dark factory, il y a ça Ouais. ça fonctionne, tout seul et ça permet également de pallier un pénurie de main-d'œuvre que l'on trouve partout, malheureusement. Difficulté à trouver des employés dans ces usines. Donc les exemples sont multiples et surtout en Chine avec Zeekr, qui sort, 1 200 véhicules électriques par jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Xiaomi qui produit aujourd'hui, 10 millions de smartphones par an et si on sort de la Chine, lorsqu'on pense robot, on pense forcément au Japon et donc Fanuc qui a créé une usine de robots qui fabrique des robots. Donc là, on a fait le tour de Ouais, bah, voilà. le tour de la quadrature du On cercle. savait que ça allait arriver, on y est. Voilà, donc je pense que l'an prochain, on sera vraiment, vraiment sur une accélération, de l'arrivée des robots dans les usines. Ouais. Pour ce qui est de l'impact, sociétal, on va dire, vous dites ça permet de pallier, un manque de main-d'œuvre. Alors c'est intéressant parce que le discours, est souvent, inverse où on dit: «Oh là là, ça va créer du chômage». Mais en fait, le problème, c'est que voilà, il y a pas d'ouvriers, en tout cas dans ces pays, c'est ça? Bah, disons, Pourtant on pensait que la main-d'œuvre était abondante, en Chine. en fait, dès qu'on a une nouvelle, évolution technologique, sans parler de révolution, on voit de suite la crainte, ce qui est tout à fait humain, de dire: «Attention, cette, transformation, cette révolution va supprimer des emplois». Alors, je pense, c'est supprimer certains emplois, mais ça en crée forcément d'autres. Lorsqu'on met des humanoïdes dans des entreprises, bah, il faut quand même des gens qui vont, réfléchir, des ingénieurs pour définir tous ces nouveaux modèles, les entraîner, des cols bleus qui vont aussi, réfléchir à comment construire, tout ça. Donc on est plus sur, une amélioration parfois des conditions de travail, mais on peut pas nier qu'il y a un manque de ressources. Regardez la natalité, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Europe. On l'a vu il y a quelques semaines et la France, un taux de natalité qui baisse et qui a franchi un cap, assez difficile. Donc on a besoin de nouvelles main-d'œuvre. Donc soit on arrive à attirer de nouveaux talents de pays qui ont une natalité, positive, soit on doit, automatiser de plus en plus, pour pouvoir, quand même répondre à ces nouveaux enjeux. Mmh. Alors, en termes de transformation à venir également, sur nos écrans, sur le web, l'intelligence artificielle qu'on évoquait, tout ce qui s'est passé en 2025, ça va continuer en 2026. Qu'est-ce que ça change concrètement, pour toute la Alors partie émergée d'internet? nous avons vu au cours des dernières années, donc on a parlé d'IA, ensuite d'IA générative, ensuite des agents. Quel sera le terme pour 2026? Je sais pas, moi je parie beaucoup sur Géo, le Geo Search. Donc vous savez que jusqu'à présent, lorsqu'on avait une requête sur internet, on allait Ouais, sur Google pour ne pas le citer. Aujourd'hui, les nouvelles générations font des recherches non plus sur Google, mais sur, ChatGPT, sur, OpenAI, sur Copilot. Donc on a une nouvelle façon, d'aller chercher la réponse à nos questions. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises doivent changer leur référencement. Donc on a de plus mmh, en plus de demandes des entreprises en disant: «On doit pouvoir répondre à cette nouvelle génération, à ces nouveaux usages. On doit pouvoir être repéré par les moteurs de geo search, donc de Generative AI, Search et pas que par Google». Donc ça, c'est un 1 changement. On voit que la nouvelle génération également, s'est totalement approprié ces nouveaux usages. Je suis encore surpris de voir le nombre d'étudiants qui prennent des licences payantes, de Gemini, de ah Copilot, ouais. de ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que ça les aide à être plus productifs, à aller plus vite, à aller plus loin. Donc dans la partie, learning, formation, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai en entreprise, on parle de formation continue. Donc c'est un outil, c'est vrai qui est fabuleux pour continuer à apprendre tout le temps. On a tous notre petite agence sur le téléphone où on peut conduire, en discutant avec notre agent pour apprendre une nouvelle technologie, un nouveau sujet. Donc ça, je trouve, c'est quand même, passionnant. Et puis au niveau de l'entreprise, c'est, la poursuite de l'automatisation. On avait beaucoup parlé de RPA, donc l'automatisation des process et aujourd'hui, l'IA permet d'aller plus loin, d'analyser encore plus finement pour développer plus vite, pour adapter, des process et les rendre de plus en plus productifs. Mmh. Alors ça, c'est le bon côté des choses. Il y a aussi le revers de la médaille qui est l'utilisation de l'IA en matière de cybercriminalité et on sait que, et on en parle souvent dans le monde numérique, c'est quelque chose qui va pas s'arranger.
Non, là, comme on le dit, souvent, la technologie, elle est là pour tout le monde, hein, pour ceux qui ont des bons usages et pour ceux qui en ont des moins bons. Nous sommes en France, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc on ne peut pas reprocher à une technologie, ses effets pervers. Donc bien entendu, bah, les cyberattaqueurs, suivent toutes les évolutions de l'IA générative. Le vidéo, phishing est là, tout ce qui est, fake vidéo, fake mail, fake téléphone. Maintenant, on arrive à imiter la voix, donc ça devient très perturbant. Donc je pense que l'IA permet aussi de contrer ces attaques. On va aller, vers des scènes de protection de plus en plus, sophistiquées. Je pense que la partie, authentification double va devenir un standard. On va devoir s'authentifier pas uniquement avec un mot de passe, mais peut-être avec de la biométrie, avec, une photo, avec une empreinte digitale, avec des clés plus renforcées. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut pouvoir lutter et les idées des cyberattaqueurs, sont d'une imagination débordante, Ouais. et ravageante. Donc ça va rester une priorité pour les entreprises et pour les citoyens, ne l'oublions pas. Ouais et puis il y a aussi, Patrice, ces besoins en IA, très concrètement, ça veut dire toujours plus d'installations, de data centers, et cetera. Alors, on disait en 2025 ça s'est accéléré. En 2026, on va aller encore plus loin, ce qui peut quand même, poser un certain nombre de questions. Alors a allons plus loin, allons plus haut, plus fort, partons dans l'espace, on a vu, le 2 novembre, le lanceur de SpaceX, Falcon 9, qui a mis sur orbite le premier satellite qui a embarqué, la dernière puce de Nvidia, la H100, et Ouais. donc ce tir satellite a été, réussi, et il est aujourd'hui le satellite le plus puissant, dans l'espace, et C'est pour voir l'objectif. comment elle réagit ou c'est pour vraiment l'exploiter? Exactement. Le projet de Star Cloud, c'est de créer le premier cloud dans l'espace, Mmh. avec, imaginez, une immense factory avec, des panneaux solaires de 4 kilomètres de côté, et qui embarque un data center qui doit rester là pendant des années. Donc ce premier satellite va devoir tester les conditions dans l'espace qui sont pas simples. Il y a beaucoup de rayonnement, il y a beaucoup de températures extrêmes, de -170 à plus 150. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages. On voit le soleil 90 du temps. Il peut faire très froid, donc pour le refroidissement, il y a des systèmes qui sont assez performants. Donc on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir des data centers qui sont, energy free, donc qui permettent d'être alimentés par le soleil, 90 du temps, avec une efficience fois 10 par rapport à des panneaux sur terre. Donc c'est un peu futuriste, mais qui n'a Mais pas ça a déjà commencé. rêvé, et ça a déjà commencé, et tous les leaders ont dit qu'ils y iraient. Ouais. Elon Musk a dit, «C'est parce que c'est compliqué qu'on va le faire». Jeff Bezos a continué, voilà, comme la conquête de l'Everest. Pourquoi j'y suis allé? Parce que c'était impossible. Donc voilà, c'est des choses qui vont évoluer. Il y a une place, tous les cas ne seront pas dans l'espace, mais en tout cas, ça vaut le coup de tester cette nouvelle technologie. Ouais, ce qu'on appelle le cloud in space, hein. Exactement. Une vraie tendance donc qui va se développer en 2026. Et si on revient sur terre, Patrice Duboët, dernière question, soyons très terre à terre, avec la question qui agite, tout l'écosystème tech depuis des mois. Y a-t-il une bulle de l'IA et celle-ci va-t-elle éclater, une bulle financière? Alors, polémique ou pas polémique, bulle ou pas bulle, déjà, il est important de différencier, on va dire, lorsqu'il y a une bulle financière d'une bulle technologique. Ouais, Et très souvent, lorsqu'il y a une nouvelle évolution, révolution, on surestime l'impact de cette nouvelle technologie à court terme et on sous-estime à moyen et long terme. Je pense qu'il y a une surévaluation financière, hein, surtout aux US, de la part des constructeurs de puces. Il y a quand même beaucoup de signaux qui le mmh. montrent. Donc Donc je une pense bulle. qu'il y aura, oui, je pense qu'il y a une bulle financière. Je pense qu'il y aura un ajustement, moi que je prévois plutôt sur, le dernier, trimestre 2026, mais la technologie est D'accord. là, elle va perdurer. Pourquoi? On voit les avantages, on apprend plus vite, on a un esprit de synthèse qui est donné par les outils, donc la techno elle est là. À l'inverse du métaverse, elle va rester. Je pense qu'on n'est pas sur une bulle à la fois financière et technologique. Je pense, voilà, il y aura un ajustement au niveau financier, mais la technologie elle est là, elle va perdurer, et je pense qu'elle va changer durablement la façon dont nous travaillons aujourd'hui, et dont nous travaillerons demain. Eh bien, nous verrons en 2026, si vos prédictions se révèlent vraies, ce dont je ne doute pas. Merci Patrice Duboët, directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Merci Jérôme.